Le détail le plus révélateur n'est pas seulement la remise de machines lourdes, c'est le message politique caché derrière ces engins. Ibrahim Traoré ne livre pas simplement du matériel pour construire des routes. Il place l'État burkinabé devant une nouvelle règle: moins de discours, plus d'exécution, moins de dépendance, plus de capacité interne, moins de prestige inutile, plus de résultats visibles. Devant les responsables chargés de l'initiative présidentielle, il remet des équipements destinés au bitumage, au terrassement, aux chantiers du génie militaire et aux infrastructures civiles. À première vue, cela ressemble à une scène administrative, mais en réalité, c'est une décision stratégique. Construire des routes, dans un pays sous pression sécuritaire, ce n'est pas seulement améliorer le transport, c'est accélérer la circulation des forces, c'est raccourcir le temps de réaction, c'est relier les zones isolées à l'État, c'est empêcher que l'absence de route devienne une arme entre les mains des groupes armés. Et c'est là que la scène devient plus forte. Traoré ne se présente pas comme un chef enfermé dans le protocole. Sa posture est simple. Son langage corporel reste calme. Il parle aux hommes du terrain comme à des partenaires de mission, non comme à des figurants. Le geste du poing avec un militaire peut sembler léger. Pourtant, politiquement, il casse une barrière. Dans beaucoup de régimes, le pouvoir veut d'abord impressionner. Ici, Traoré veut mobiliser. Cette simplicité devient une arme de communication. Elle dit au peuple que l'autorité ne vient pas du luxe, des cortèges ou de l'arrogance. Elle vient de la capacité à transformer une vision en machine, une machine en chantier, et un chantier en route utilisable. Mais elle crée aussi une pression, car lorsque le pouvoir promet peu et montre beaucoup, le peuple attend encore plus. La question centrale est donc brutale. Pourquoi les routes deviennent-elles un champ de bataille politique? Parce qu'un pays sans route solide reste lent, fragile et dépendant. Les producteurs peinent à atteindre les marchés. Les malades peinent à rejoindre les hôpitaux. Les écoles restent loin. Les forces de défense perdent du temps. L'État parle, mais il n'arrive pas assez vite. En remettant ces engins, Ibrahim Traoré transforme donc le développement en instrument de souveraineté, et si cette stratégie fonctionne, elle ne changera pas seulement les routes. Elle changera la manière dont le Burkina Faso mesure la puissance réelle de son pouvoir. Derrière cette remise d'équipement se cache en réalité une bataille beaucoup plus profonde. Ibrahim Traoré ne tente pas seulement de construire des routes. Il tente de modifier la logique du pouvoir africain lui-même. Depuis des décennies, dans de nombreux pays du continent, l'État a souvent été visible dans les cérémonies, mais absent dans les infrastructures. Les présidents apparaissaient entourés de luxe, de véhicules officiels et de grands discours, alors que les populations continuaient à vivre avec des routes détruites, des régions isolées et une économie incapable de circuler librement. C'est précisément ce modèle que Traoré cherche à attaquer, et il le fait avec un symbole extrêmement concret, la route. Car une route n'est jamais seulement une bande de bitume. Une route détermine la vitesse du commerce, la mobilité militaire, la capacité administrative et même l'unité psychologique d'un pays. Lorsqu'une région reste inaccessible, elle finit souvent par se sentir abandonnée. Et lorsqu'un territoire se sent abandonné, d'autres forces occupent rapidement le vide. Traoré semble avoir compris ce mécanisme. Voilà pourquoi il insiste autant sur les infrastructures. Lorsqu'il affirme que les forces doivent circuler plus rapidement, il ne parle pas seulement d'efficacité logistique, il parle de reconquête du territoire. Dans un contexte où les menaces sécuritaires restent fortes, chaque minute gagnée sur une route peut devenir un avantage stratégique. Mais ce qui attire encore davantage l'attention, c'est la comparaison implicite avec d'autres dirigeants africains. Dans le discours analysé, une figure revient avec force: John Pombe Magufuli. Ce président tanzanien avait lui aussi construit son image autour de la sobriété, du pragmatisme et des infrastructures. Il avait réduit certaines dépenses symboliques de l'État afin de financer des projets concrets. Le plus marquant fut la construction du pont de Kigongo-Busisi, présenté comme l'un des plus grands projets d'infrastructure de la région. La comparaison devient alors politique.
Magufuli représentait une forme de leadership africain centré sur l'action intérieure plutôt que sur la dépendance extérieure. Peu de voyages internationaux, peu de démonstrations de prestige, beaucoup de projets visibles. Et dans l'imaginaire populaire, Ibrahim Traoré semble suivre une trajectoire similaire. Cela explique pourquoi une partie de la jeunesse africaine voit en lui autre chose qu'un simple chef militaire. Elle voit un dirigeant qui parle de souveraineté à travers des réalisations concrètes, mais cette image crée aussi des ennemis. Car lorsqu'un dirigeant commence à réduire les circuits traditionnels d'enrichissement, il dérange des intérêts puissants. Dans beaucoup de systèmes, les grands budgets publics nourrissent des réseaux politiques, économiques et familiaux. Les infrastructures deviennent parfois secondaires. Le prestige personnel passe avant la transformation nationale. Traoré, au contraire, essaie de construire une image opposée, celle d'un dirigeant qui privilégie les équipements collectifs plutôt que l'apparat présidentiel. Cette différence est importante parce qu'elle modifie la relation entre le peuple et le pouvoir. Lorsque les citoyens voient des routes, des chantiers et des machines sur le terrain, le discours politique devient plus crédible. Et c'est exactement ce qui inquiète certains acteurs. Car un pouvoir qui commence à produire des résultats visibles peut rapidement gagner une légitimité populaire difficile à contrôler. Pourtant, cette stratégie reste risquée. Construire des routes dans un contexte de pression sécuritaire, de manque de ressources et de tensions géopolitiques demande énormément de stabilité. La moindre erreur peut ralentir les projets. Le moindre échec peut être utilisé contre lui. Mais Traoré semble avoir fait un choix clair, utiliser les infrastructures comme démonstration que l'État peut encore agir rapidement. Et plus cette stratégie avance, plus une autre question apparaît. Si les routes commencent réellement à transformer la mobilité économique et militaire du Burkina Faso, jusqu'où cette nouvelle vision politique pourrait-elle aller dans les prochaines années? Plus Ibrahim Traoré avance dans cette logique de transformation, plus le conflit devient visible. Car derrière les routes, derrière les engins de terrassement, derrière les discours sur le développement, il existe une lutte silencieuse autour du contrôle du futur du Burkina Faso. Et cette lutte oppose deux visions totalement différentes du pouvoir. D'un côté, Traoré tente de construire un État capable d'agir rapidement, de montrer des résultats concrets et de reconnecter les territoires abandonnés. De l'autre, il existe encore des systèmes anciens fondés sur la lenteur administrative, les privilèges politiques et la dépendance économique. Chaque nouvelle infrastructure devient donc plus qu'un projet public. Elle devient un défi lancé à ceux qui profitaient d'un État faible. Le point le plus sensible concerne l'armée. Pendant longtemps, dans beaucoup de pays africains, les forces militaires étaient perçues presque exclusivement comme des instruments sécuritaires. Leur mission principale était la guerre, le maintien de l'ordre ou la protection du régime. Traoré tente de modifier cette perception. En donnant au génie militaire un rôle direct dans la construction des routes et des infrastructures, il transforme l'image du soldat. Le militaire n'est plus seulement celui qui combat, il devient aussi celui qui construit. Cette évolution est stratégique. Elle permet d'associer la jeunesse à une idée différente de l'armée. Une armée productive, une armée capable de participer au développement national, une armée qui construit des routes, accélère les chantiers et soutient les régions isolées. Dans un contexte où la confiance envers les institutions reste fragile, cette approche peut renforcer le lien entre la population et les forces de défense. Mais cette stratégie crée aussi des tensions, car lorsque l'armée devient un acteur économique et infrastructurel, elle gagne davantage d'influence dans la société. Certains y voient une solution efficace, d'autres y voient un risque de concentration du pouvoir. Plus l'armée devient indispensable au fonctionnement du pays, plus le pouvoir politique et militaire se rapproche dangereusement. Et pendant que Traoré développe cette image de proximité avec le peuple, une autre comparaison devient inévitable. Celle avec certains dirigeants africains accusés d'avoir transformé le pouvoir en instrument personnel. Dans le discours analysé, les critiques contre certains responsables africains apparaissent brutalement: villas luxueuses, voitures extravagantes, enrichissement familial, dépenses de prestige.
Cette opposition nourrit directement la popularité de Traoré, car Ibrahim Traoré construit précisément l'image inverse. Il apparaît en tenue simple. Il limite les démonstrations de richesse. Il parle d'efficacité, de rapidité et d'intérêt national. Et dans un continent où beaucoup de populations associent encore le pouvoir à la corruption et à l'éloignement des réalités sociales, cette différence produit un impact psychologique énorme. Mais le véritable danger commence ici. Plus un dirigeant devient symbole d'espoir, plus les attentes deviennent gigantesques. Le peuple ne regarde plus seulement ses paroles. Il attend des résultats rapides, des routes terminées, une économie plus fluide, une amélioration visible du quotidien. Et si ces attentes ne sont pas satisfaites assez vite, le même enthousiasme peut se transformer en frustration. C'est pourquoi la bataille autour des infrastructures dépasse désormais la simple question du développement. Elle devient une bataille autour de la crédibilité politique de Traoré lui-même. Si les routes avancent, son modèle gagne en force. Si les projets ralentissent, ses adversaires trouveront immédiatement un angle d'attaque. Et pendant que cette pression augmente, une autre interrogation apparaît discrètement. Ibrahim Traoré agit-il uniquement comme un chef de transition? Ou tente-t-il déjà de redéfinir durablement le modèle de leadership africain? La véritable stratégie d'Ibrahim Traoré commence à apparaître lorsqu'on observe non pas seulement ce qu'il dit, mais la manière dont il construit son image politique. Beaucoup de dirigeants parlent de souveraineté. Beaucoup dénoncent l'injustice internationale. Beaucoup promettent le développement. Mais Traoré semble avoir compris qu'un peuple fatigué par les discours ne croit plus aux slogans, il croit aux symboles visibles. Voilà pourquoi chaque détail de sa communication paraît calculé autour d'une idée centrale que montrer un pouvoir proche, utile et actif. Le premier élément de cette stratégie est la simplicité. Dans les images analysées, Traoré ne cherche jamais à imposer une distance écrasante entre lui et les hommes qui travaillent autour de lui. Sa posture est détendue. Son ton reste direct. Son langage corporel paraît naturel. Même sa manière de se tenir aux côtés d'hommes plus âgés devient importante politiquement. Dans beaucoup de systèmes hiérarchiques africains, l'autorité s'exprime souvent par la domination visuelle, protocole rigide, attitude froide, démonstration permanente de supériorité. Traoré adopte l'inverse, et cette différence produit un effet psychologique très puissant. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de la jeunesse africaine ne veut plus seulement admirer des dirigeants. Elle veut sentir qu'ils comprennent les réalités du terrain. Lorsqu'un président apparaît trop éloigné du peuple, chaque difficulté économique devient plus insupportable. En revanche, lorsqu'un dirigeant donne l'impression de partager les priorités nationales, il peut obtenir davantage de patience et de soutien populaire. Mais cette simplicité n'est pas seulement émotionnelle, elle sert aussi un objectif stratégique beaucoup plus profond. Ibrahim Traoré cherche à construire une légitimité différente de celle des anciens systèmes politiques. Au lieu de s'appuyer principalement sur les réseaux traditionnels, les élites économiques ou les alliances internationales, il tente de s'appuyer directement sur la perception populaire. Et pour cela, il doit constamment produire des images capables de renforcer l'idée qu'il travaille pour la nation avant lui-même. C'est ici que les infrastructures deviennent essentielles. Une route terminée est plus forte qu'un long discours. Une machine livrée sur un chantier est plus visible qu'une promesse diplomatique. Pente. Une route ou une école deviennent des preuves physiques du pouvoir. Traoré semble comprendre que dans des sociétés marquées par des décennies de promesses non tenues, la visibilité du résultat compte énormément. Cette stratégie rappelle indirectement certains dirigeants africains qui ont tenté de construire leur popularité autour du développement interne plutôt que du prestige extérieur. Mais elle comporte également un danger immense. Plus un dirigeant fonde sa légitimité sur les résultats visibles, plus il devient prisonnier de la nécessité d'obtenir constamment des résultats, et les obstacles sont nombreux. Les problèmes sécuritaires ralentissent les déplacements. Les ressources financières restent limitées. Les tensions géopolitiques compliquent certains partenariats. À cela s'ajoute une autre menace, les résistances internes. Car chaque réforme qui réduit les anciennes habitudes de pouvoir
provoque automatiquement des oppositions discrètes. Certains perdent des privilèges. Certains perdent de l'influence. Certains craignent qu'un modèle politique centré sur la discipline et l'efficacité transforme durablement les attentes populaires. C'est probablement pour cette raison que Traoré insiste autant sur la rapidité d'exécution. Dans plusieurs moments du discours, il répète que le rythme doit accélérer. Ce mot est essentiel. Aller vite permet d'obtenir des résultats avant que les résistances ne s'organisent complètement. Aller vite permet aussi de maintenir l'enthousiasme populaire, car dans un contexte politique fragile, la perception de mouvement est presque aussi importante que le résultat final lui-même. Mais il existe encore une autre dimension dans cette stratégie, la souveraineté psychologique. Pendant longtemps, beaucoup de populations africaines ont vu leurs États dépendre fortement des puissances étrangères, des aides internationales ou des modèles imposés de l'extérieur. Traoré tente de transmettre une idée opposée: un pays doit pouvoir construire lui-même ses routes, organiser lui-même son développement et utiliser ses propres institutions pour avancer. Cette vision séduit énormément une partie de la jeunesse africaine parce qu'elle transforme la politique en question de dignité collective. Et plus cette image de souveraineté grandit, plus Ibrahim Traoré cesse d'être vu uniquement comme un président burkinabé. Il devient, progressivement, un symbole continental. Mais c'est précisément à ce moment que la pression devient la plus dangereuse. Car lorsqu'un dirigeant devient symbole, chaque erreur prend une dimension beaucoup plus grande. Chaque retard devient une déception nationale. Chaque difficulté économique devient une attaque contre tout le modèle qu'il représente. Et pendant que les attentes populaires continuent de monter, une question commence déjà à inquiéter certains observateurs: jusqu'où cette stratégie peut-elle résister avant d'entrer en collision avec les réalités brutales du pouvoir et de la géopolitique africaine? Les conséquences de cette stratégie commencent déjà à dépasser largement la simple question des routes. Car lorsqu'Ibrahim Traoré transforme les infrastructures en symboles politiques, il modifie progressivement la manière dont une partie de l'Afrique regarde le pouvoir. Dans beaucoup de pays, les populations se sont habituées à entendre des promesses gigantesques sans jamais voir de changement visible dans leur quotidien. Or, lorsqu'un dirigeant commence à montrer des machines, des chantiers et des réalisations concrètes, la comparaison devient inévitable. C'est exactement ce qui explique l'impact émotionnel de Traoré auprès d'une grande partie de la jeunesse africaine. Pour beaucoup, il représente une rupture avec l'image traditionnelle du dirigeant africain associé au luxe, aux longues délégations officielles et à l'accumulation de richesses personnelles. Le contraste devient encore plus fort lorsque certaines figures politiques africaines sont montrées entourées de villas, de voitures coûteuses et de privilèges excessifs, pendant que leur population continue à vivre avec des infrastructures dégradées. Cette opposition nourrit une nouvelle forme d'attente populaire. Les citoyens ne veulent plus seulement entendre parler de souveraineté. Ils veulent voir des résultats tangibles. Ils veulent sentir que l'argent public produit des routes, des écoles, des ponts et des services accessibles. Et c'est précisément là que le modèle de Traoré devient potentiellement dangereux pour certains systèmes politiques installés depuis longtemps. Car si cette approche réussit, elle peut créer un effet de contagion politique. Les populations d'autres pays commenceront elles aussi à comparer leurs dirigeants. Elles demanderont pourquoi certains États restent incapables de construire des infrastructures malgré leurs ressources naturelles. Elles demanderont pourquoi certains présidents affichent autant de richesses alors que les routes nationales restent impraticables. Mais cette dynamique produit aussi une pression énorme sur Ibrahim Traoré lui-même. Plus il devient symbole d'espoir, plus il doit maintenir l'image d'un dirigeant discipliné et différent des anciens modèles. Le moindre signe de contradiction pourrait affaiblir fortement sa crédibilité, car les figures politiques construites autour de la sobriété et de l'efficacité sont souvent jugées plus sévèrement que les autres. Et pendant que cette pression intérieure augmente, la dimension géopolitique devient elle aussi plus sensible. Un Burkina Faso plus stable, mieux connecté et plus autonome pourrait modifier certains équilibres régionaux. Des routes plus efficaces facilitent non seulement les déplacements économiques, mais aussi les coopérations militaires.
les échanges régionaux et la circulation stratégique dans l'espace sahélien. Cela explique pourquoi les infrastructures deviennent un sujet beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. Une route peut relier des marchés, mais elle peut aussi renforcer le contrôle de l'État sur certaines zones. Elle peut accélérer la réponse sécuritaire. Elle peut consolider l'autorité gouvernementale dans des régions auparavant marginalisées. Autrement dit, chaque chantier devient aussi une extension du pouvoir national. Cependant, cette stratégie contient un risque majeur. Les attentes populaires avancent souvent plus vite que les capacités réelles de l'État. Construire des routes, moderniser les infrastructures et améliorer les services publics demandent énormément d'argent, de stabilité et de temps. Or, les populations, elles, veulent des changements rapides. Si les résultats tardent, les frustrations peuvent grandir brutalement. C'est ici que l'avenir de Traoré devient particulièrement complexe. Tant qu'il représente l'espoir, il bénéficie d'un soutien émotionnel très fort. Mais l'histoire politique montre qu'un symbole peut rapidement devenir une cible lorsque les difficultés économiques persistent. Les adversaires internes attendront les premiers ralentissements pour attaquer sa crédibilité. Les oppositions extérieures surveilleront chaque faiblesse. Et même les soutiens populaires pourraient devenir plus exigeants à mesure que les attentes augmentent. Pourtant, malgré tous ces risques, Ibrahim Traoré semble avoir choisi une direction claire, construire une image de pouvoir fondée sur l'action visible plutôt que sur le prestige traditionnel. Et si cette stratégie continue de produire des résultats concrets, elle pourrait transformer durablement la manière dont une nouvelle génération africaine imagine le leadership politique. Mais une dernière question reste suspendue au-dessus de tout ce projet. Cette vision survivra-t-elle aux pressions du temps? Ou finira-t-elle par être absorbée par les mêmes mécanismes qui ont affaibli tant d'autres dirigeants avant lui? Au fond, le débat autour d'Ibrahim Traoré dépasse aujourd'hui largement la personne elle-même. La vraie question n'est plus seulement de savoir si un jeune capitaine peut construire des routes ou accélérer des chantiers. La vraie question est de savoir si un autre modèle politique africain peut réellement survivre dans un environnement marqué depuis des décennies par les crises, les dépendances et les systèmes de pouvoir verrouillés. C'est précisément pour cela que chaque image de Traoré est analysée avec autant d'intensité, son langage corporel, sa manière de parler aux militaires, sa simplicité apparente, son refus visible du prestige excessif, tout cela devient politique. Car beaucoup de populations africaines projettent désormais sur lui une attente beaucoup plus grande, la possibilité qu'un dirigeant puisse encore privilégier l'intérêt collectif avant l'enrichissement personnel. Mais cette attente est aussi extrêmement dangereuse. L'histoire africaine a déjà connu plusieurs figures populaires présentées comme des symboles de rupture avant d'être confrontées aux réalités brutales du pouvoir. Gouverner un pays sous pression sécuritaire permanente, avec des ressources limitées et des tensions géopolitiques constantes, finit toujours par produire des contradictions. Et c'est souvent à ce moment que les véritables épreuves commencent. Pour l'instant, Traoré continue d'utiliser une stratégie claire, montrer des actions visibles, accélérer les projets, maintenir une image de proximité avec le peuple et transformer le développement en démonstration de souveraineté. Les routes deviennent alors beaucoup plus qu'un projet d'infrastructure. Elles deviennent une déclaration politique, une manière de dire que l'État veut revenir sur le terrain, reprendre le contrôle et reconnecter les populations oubliées. Et c'est probablement cette dimension qui explique pourquoi son image dépasse aujourd'hui les frontières du Burkina Faso. Pour certains, il représente un dirigeant courageux qui tente de rompre avec les anciens modèles. Pour d'autres, il reste un pari risqué confronté à des défis immenses. Mais une chose semble certaine, il a réussi à remettre au centre du débat africain une question que beaucoup considéraient presque perdue. La question de savoir si le pouvoir peut encore être associé au service national plutôt qu'aux privilèges personnels. La suite dépendra désormais des résultats réels. Les populations peuvent admirer un symbole pendant un temps, mais elles jugent finalement sur les transformations concrètes du quotidien. Les routes devront fonctionner, les infrastructures devront avancer, l'économie devra suivre. Sinon, l'espoir pourrait rapidement se transformer en désillusion.
Et c'est là toute la tension du moment actuel. Ibrahim Traoré peut être en train de construire bien plus que des routes. Il peut être en train de construire un test historique pour une nouvelle génération africaine. Un test qui dira si la souveraineté, la discipline et le développement peuvent réellement marcher ensemble dans l'Afrique moderne.